bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je suis Aurélie Chompré, je suis la vice-présidente de l'Association des lecteurs d'alternatives économiques. Le débat de ce soir se fait en partenariat avec le labo de l'ESS, le CEDIAS et les éditions Les Petits Matins avec la collection Monde en transition. Comme on oublie parfois de le faire à la fin, je préfère le faire au début. Donc, je commence par dire merci à Camille d'Orival pour sa collection et puis pour les ouvrages qu'elle y publie, puisqu'il y a eu d'autres conférences sur ce même thème, enfin sur d'autres ouvrages qui ont été publiés. Et je trouve personnellement, et je ne suis pas la seule, je crois que c'est une très belle collection. Et puis, merci à Joséphine Lefebvre, qui, je ne suis pas sûre qu'elle soit là, mais du labo de l'ESS, parce que voilà, pour son support et son soutien. Et puis, les excuses de Timothée Duverger, le président de l'association des lecteurs d'Alter Eco, qui, avec regret, m'a été retenu par d'autres obligations. Donc, autour de Christian Oyarbide, ce soir, donc dirigeant mutualiste, président de Mutlog et auteur de ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir l'ouvrage qui s'appelle Réinventer le mutualisme, pardon. Nous avons Fatima Belaredj, déléguée générale de la Confédération générale des SCOP et des SIC, et puis Michel Abervé, professeur associé et auteur par ailleurs, j'en profite pour le dire quand même, d'un très bon blog sur le site d'Alter Eco. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. D'ici une demi-heure à peu près, pour être raisonnable, vous aurez même l'opportunité de cacher votre visage pour vous mettre à l'apéritif en nous écoutant. Ce qui est quand même pas mal à cette heure-là, il faut que ça ait des avantages. On va essayer d'organiser le temps de telle manière qu'on va faire un quart d'heure, 20 minutes avec Christian d'abord, qui va nous présenter un peu ce qu'il a animé finalement pour écrire cet ouvrage. Et puis, un temps ensuite d'échange avec Fatima et Michel, qui ont préparé quelques questions et je crois qu'ils s'autoriseront aussi largement à réagir et à alimenter le débat sur la base de ce que Christian aura présenté. Et puis ensuite, on laissera la parole aussi aux auditeurs qui auraient envie de poser des questions, de réagir. Donc, dans l'intervalle, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat que je relayerai évidemment sur cette troisième partie. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Donc, je pense qu'on peut commencer. Alors, Christian, je te laisserai présenter le livre peut-être de manière un peu plus générale, mais moi, j'ai une première question qui est très large, mais c'est les raisons finalement. Quelles sont les raisons qui t'ont conduit à écrire ce livre maintenant? Parce qu'on sait que l'histoire finalement mutualiste est marquée depuis quand même déjà plusieurs décennies par une inflation réglementaire, normative, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie finalement d'écrire là-dessus maintenant? Merci Aurélie. Alors, je remercie aussi Camille qui est avec nous, qui m'a fait travailler sur le bouquin, parce que le bouquin a plus tout à fait la même tête une fois qu'elle m'a fait travailler et puis qu'elle s'est passée. Et Marie-Édith qui est par là des petits matins aussi. Elles étaient gentilles et disaient, il n'y a presque rien à changer. Je leur ai déjà dit. Et puis après, on avait le texte avec des trucs en rouge partout. Mais bon, c'est pour certains qui avaient lu une version précédente et qui sont parmi nous, il paraît que c'est mieux après qu'avant. Donc, merci à Camille, Marie-Édith et toute l'équipe des Petits Matins et à Aurélie pour ce débat. Alors, ce n'est pas du tout l'inflation réglementaire qui m'a fait écrire le livre maintenant. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un mutualiste natif, hein. Je suis tombé dans la mutualité qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, comme je suis plus très jeune, j'avais déjà une carrière derrière moi dans l'assurance et dans divers environnements. Et je suis arrivé dans une mutualité où, comme j'avais quand même un passé militant, je voyais affiché au fronton, j'ai écrit dans le livre, hein, de nos mutuelles, des valeurs comme la solidarité, la démocratie, des choses comme ça. Et la question que je me suis posée au travers de ce livre, est-ce que nous les incarnons toujours? Est-ce qu'il est toujours possible de les incarner?
ou pas aujourd'hui. Donc, c'est un peu la question du livre, hein. La question du livre, c'est pas comment on fait le métier du tout. Alors, je voudrais aussi préciser que moi, je préside des mutuelles qui font de l'assurance des emprunteurs en B2B2C. Donc, quand je prendrai des exemples, qui ne sont pas dans le livre, hein, je ne parle pas de ce qu'on fait chez Mutlog, je prendrai des exemples chez Mutlog et pas en santé. J'en suis désolé, mais mutatis mutandis, peut-être ça pourrait être fait. Donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui en tant que président de mutuelle, alors l'autre raison qui fait que j'écris maintenant, c'est que je suis devenu président de mutuelle après avoir été directeur général. Alors, dans la mutualité, tout le monde sait très bien qu'il y a une répartition du pouvoir ou même des prises de parole qui n'a d'ailleurs jamais été réinterrogée sur qui parle de quoi. Donc, les présidents ont le droit de parler des valeurs, de ce genre de choses, de la démocratie. Les DG n'ont pas le droit, enfin, n'avaient pas le droit, dans une certaine conception. Étant président, maintenant, je peux en parler, si, voilà. Et la question est, ces valeurs sont-elles toujours vivantes dans nos mutuelles? Qui sommes-nous en gros? Et la première réponse, c'est non, on n'est pas des assureurs mutualistes. On est des mutualistes et il se trouve qu'on fait de l'assurance. La première réponse que j'apporte dans le livre, et encore une fois, ça connaît que ma vision de la mutualité. Notre mission n'est pas de faire de l'assurance, notre mission, c'est de donner accès à la santé si on est une mutuelle santé. Notre mission, nous, chez Mutlog, c'est de donner accès au logement ou permettre aux gens de rester dans le logement, puisque nous, on est une mutuelle, assurance des emprunteurs, qui s'appelle Mutlog, mutuelle du logement, créée par des acteurs paritaires, d'ailleurs, à l'époque de ce secteur-là. Notre mission, c'est pas de faire de l'assurance, c'est de donner accès aux gens au logement ou de leur permettre de rester dedans. Quand on dit la mission comme ça change évidemment beaucoup de choses sur les contraintes telles qu'on peut les voir, hein, quand on fait du livre. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier des concepts mutualistes, mais quand on fait du livre 3, c'est-à-dire de l'action sociale, bah, les contraintes réglementaires sur le VA2 n'existent pas et pourtant on est quand même mutualiste, hein. Donc, c'est pas, on ne peut pas se déguiser derrière les contraintes réglementaires pour dire qu'on ne peut pas faire vivre les valeurs. C'est un peu le message du bouquin qui est de dire, mais la question c'est à qui est-on utile? Et la réponse que j'apporte, c'est utile pas à nous-mêmes en tant qu'organisation. Non, 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 non. C'est utile aux gens. Ça, c'est quand même une vraie question dans les discussions de nos conseils d'administration, de savoir à qui on est utile. Et avec quoi on est utile? On est utile avec les cotisations de nos adhérents. On n'est pas utile avec de l'argent qui appartiendrait à des actionnaires qui seraient contents dès lors qu'on leur aurait délivré une rentabilité ou une augmentation du cours de l'action. Non, non, nous, chaque centime qu'on dépense, on doit rendre des comptes à nos adhérents. C'est bien plus exigeant la non-lucrativité mutualiste, contrairement à ce qu'on pense souvent, que d'avoir des actionnaires. Donc, c'est un peu toutes ces questions que je voulais reposer. La question était de savoir, est-ce qu'on est spécifiquement utile aux gens sur nos métiers? Quand je dis spécifiquement, c'est-à-dire différemment des autres acteurs. Je ne cherche pas à faire des hiérarchies d'acteurs, ce n'est pas mon sujet. Est-ce qu'on est utile différemment des autres acteurs? Et d'une, et est-ce qu'on l'est toujours, est-ce qu'on peut l'être toujours? Et la deuxième chose, à la différence de ce qu'on peut voir dans d'autres acteurs de l'ESS, comme les associations, c'est que nous, on ne peut pas le faire n'importe comment ça. On a un devoir d'être gestionnaire, parce qu'on est quand même à la fin du fin des assureurs, donc il faut qu'on assume cette action-là, et on est porté statutairement par des valeurs qui sont la démocratie, la solidarité et la non-lucrativité, si on prend que ces trois-là. Et donc, on ne peut pas faire n'importe comment. Donc, toute la question, c'est de dire, est-ce que ce modèle-là très spécifique, dont l'utilité est très spécifique, avec des contraintes très spécifiques qui sont la démocratie, la non-lucrativité et la solidarité, a encore une existence aujourd'hui, peut encore parler à la société? Et on voit bien que là, je n'ai pas du tout parlé de Solva 2 ni rien du tout, hein. J'ai parlé des contraintes qu'on s'imposait à nous-mêmes en termes de solidarité, de démocratie, de non-lucrativité. Au passage, la non-lucrativité, c'est en soi pas une valeur. Ça ne devient une valeur que si on s'est donné l'obligation, par exemple, de rendre compte de l'argent qu'on faisait à nos adhérents. La question est, est-ce que oui, ça fonctionne encore aujourd'hui? Et donc, c'est un peu la question du bouquin, est-ce qu'on peut le faire fonctionner aujourd'hui? Alors, évidemment, si je l'ai écrit, et encore que je ne suis pas si sûr, la réponse pour moi est oui, mais pas à n'importe quelle condition et pas n'importe comment.
Donc voilà un peu ce qui amène ce bouquin aujourd'hui. Et pourquoi singulièrement aujourd'hui? Parce que les questions de démocratie, de solidarité ou de proximité ou d'engagement, il échappera à personne que c'est des questions qui sont là, qui dépassent largement le mutualisme et qui traversent toutes nos sociétés, hein, aujourd'hui singulièrement. Et ma deuxième raison de le faire, c'est que quand on utilise des mots comme démocratie et solidarité, quand on se revendique de ces mots-là, ça nous oblige. Parce qu'en soi, ils valent quelque chose et que si on se revendique de ces mots-là sans les faire vivre, eh bien, quelque part, il y a une embrouille, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, sinon, on ne les utilise pas. Ces mots sont trop importants, trop mis en cause, trop centraux dans l'évolution de nos sociétés pour qu'on s'autorise, sous prétexte d'un statut, à les utiliser sans vouloir les incarner, sans les travailler, sans les repenser à l'homme d'aujourd'hui. Voilà un peu les raisons qui font que j'ai écrit ce livre là. Et pas du tout pour des raisons réglementaires de concurrence, de machin et de trucs et de bidules. Voilà. Ah non, nous on a cru que c'est parce que tu voulais gagner de l'argent. En étant, ça, c'est Camille qui, avec les droits d'auteur, peut-être, mais non. C'est ça. Non, alors ne crois pas que je suis têtue, même si tu pourrais me dire que c'est un peu le cas parce que tu me connais, mais je reviens quand même sur ma question parce que quand tu dis que on est d'abord des mutualistes qui font de l'assurance et pas des assureurs mutualistes, on a quand même l'impression de facto qu'il y a quelque chose qui est déconnecté aujourd'hui finalement entre la manière de faire de l'assurance et la manière qu'on aurait d'être mutualiste. Du coup, est-ce qu'on peut encore marier ces deux notions en incarnant en fait la question de la solidarité et autrement posé, il y a quand même une inflation. Alors, je pense entre autres à la santé dont tu nous as dit que tu parlerais pas trop, mais parce que ça fait partie là où il y a un encadrement réglementaire qui est quand même qui a été exceptionnel sur les dernières décennies et qui fait que finalement, il y a une banalisation sur le plan des contrats qui sont proposés, etc. Donc, comment tu exerces finalement de la solidarité? Et est-ce qu'aujourd'hui, du fait de cet encadrement qui banalise l'offre d'une certaine manière, est-ce que tu ne te retrouves pas à être mutualiste en disant que tu fais de la démocratie plutôt qu'en disant que tu fais de l'assurance mutualiste? Ah, là, c'est une excellente question. Alors, évidemment, c'est la question un peu centrale. Alors, dans l'assurance des emprunteurs, les contrats ont été banalisés aussi. Hein, donc, on est dans la même situation qu'en santé. Pourquoi? Parce que puisque nous, on est aussi un acteur alternatif des contrats des banques, pour avoir le droit, enfin, pour que la banque ne puisse pas s'opposer au transfert du contrat d'assurance qu'elle propose, elle, généralement très margé, vers un autre assureur, il faut qu'on remplisse un certain nombre de critères de garantie, ce qui fait qu'on est banalisé également. Donc la question est assez centrale, en effet, et puis en santé, on l'a bien vu, ne serait-ce que sur la tarification, on a tous et même en assurance des emprunteurs, on a tous d'une certaine façon démutualisé les tarifs, on n'est plus dans à chacun selon ses besoins, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. On ne peut plus y être. Donc aujourd'hui, ce modèle qui à soi seul pouvait incarner la solidarité mutualiste, il ne fonctionne plus. Je n'ai pas la réponse à la question que tu poses. Parce qu'il faut qu'on la cherche collectivement et ce n'est pas si simple que ça de se dire est-ce qu'on peut encore faire un métier strictement d'assureur dans un monde concurrentiel et très encadré en étant un peu plus que simplement un fournisseur de produits comme un autre, peut-être avec un meilleur tarif ou un process plus. Voilà. Moi, je considère que le sujet n'est pas perdu. Je considère qu'il y a des pistes de réflexion, mais on ne va peut-être pas les traiter là. Parce que, par exemple, un effort qu'on pourrait faire, tous collectivement, chacun dans nos mutuelles, c'est pas de faire jouer, enfin, bien sûr, on fait jouer les garanties standards, mais c'est faire l'effort de détecter dans nos adhérents ceux qui sont en véritable difficulté. Et en santé, on a quand même, nous, en assurance des emprunteurs, on est en B2B2C, pardon pour l'anglicisme, nos adhérents, ils ne nous connaissent pas, donc j'ai du mal à faire ça. Mais de détecter ceux qui sont en souffrance et d'aller au-devant d'eux pour les aider. Rien que ce petit geste-là, et ce n'est pas toujours si simple que ça, rien que ce petit geste-là, d'identifier à quel moment ils ont besoin de nous au-delà de l'exécution du contrat pourrait nous différencier. Et pardon, mais ce n'est pas une question d'argent parce qu'on sait tous dans nos mutuelles qu'on a des fonds d'entraide qui ne sont pas utilisés.
Bon, c'est pas vrai. Je suis sûr que dans la salle, il y en a plein qui vont lever la main pour dire le nôtre, il est utilisé à fond. Bon, ok, moi j'en connais un certain nombre, ils ne sont pas utilisés. Et je ne suis pas sûr qu'on fasse tous, et je me mets dedans, l'effort d'aller au-devant de nos adhérents pour le voir. Ça changerait tout. Et si on disait que notre mission, bon, c'est d'accord, marginalement, euh, de remplir les obligations de la Sécu et de liquider des décomptes par des systèmes informatiques, mais que la vraie question, c'est que dans cette poste d'observation que nous avons là, sur la santé des gens, nous, en assurance des employeurs, c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver, c'est d'aller détecter les fragilités, les souffrances de tous ceux qui ne parlent pas. Eh ben peut-être qu'on pourrait le faire, et c'est pas si compliqué que ça, et ça coûte pas autant d'argent. Mais c'est vrai que dès lors que collectivement on s'est dit qu'on ne favorisait pas l'accès aux droits sur la C2S et les machins, ou que ce n'était pas notre sujet, on est quand même un peu plus en difficulté pour le faire. Pardon, hein. J'avais dit que je ne dirais pas du mal de rien du tout. Je l'ai fait, bim, bon. Bah, je pose Voilà, une autre mais la question question si se tu pose. veux. Et donc, on peut faire autrement. On peut faire autrement aussi, hein, en regardant, nous en assurance des appreneurs, et on va le faire, hein, tous ceux à qui on a refusé le paiement des prestations, pour savoir si dans cela, au-delà de la stricte application du contrat, systématiquement, il n'y en a pas des qui seraient légitimes à être aidés. Indépendamment de l'assurantiel. Alors après, on peut aussi, comme nous on l'a fait chez Mutual, créer une union de livre 3 pour aller au-devant des gens et les aider à vivre, à savoir quels sont leurs besoins dans le logement. On ne peut pas, sincèrement, on ne peut pas dire qu'on a un avantage concurrentiel qui est qu'on n'a pas à rémunérer d'actionnaires et que ça représente, je ne sais pas, moi, allez, 3,5% de rentabilité, et pas dire qu'on a 3,5% de nos fonds propres qui servent à faire des actions de solidarité, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'on n'a pas les moyens. C'est pas vrai. Ou alors on ne se compare pas avec les boîtes capitalistes. Mais si on dit qu'on économise le dividende et que ce dividende, on le sert, on l'utilise pour servir les adhérents, on aura des moyens. Avec l'argent qu'on gagnera, toutes choses égales par ailleurs, on aura les moyens de faire de la solidarité. Si c'est pour l'empiler dans les fonds propres et afficher la progression du taux de couverture du besoin de marge de solvabilité, alors oui, on n'y arrivera pas, hein. Sauf que quand on est à 250 ou 300%, ce n'est pas l'objet. On aurait dû d'ailleurs se battre pour dire à la CPR qu'au-delà de 150, et même au-delà de 100, elle n'avait même pas en discuté, que ce n'était pas son sujet. On ne l'a pas fait, et alors du coup, on empile les fonds propres au lieu d'aider les gens. Mais moi, je pense qu'on a les marges de manœuvre, mais il va falloir aller les chercher, et c'est plus compliqué qu'avant, c'est sûr. Alors, moi, j'ai une question aussi par rapport à ce que tu dis là sur la détection des fragilités. Il y a une question connexe à ça qui est la question un peu large de la place de la prévention, qui a longtemps finalement été écartée en fait des modèles économiques parce que coûteuses et parce qu'on répondait finalement, on réparait les fragilités à travers l'assurance ou à travers des fonds d'action sociale, par exemple, mais qu'on n'était pas du tout dans un travail sur la prévention qui, par définition, se fait en amont, au long cours, etc. C'est quelque chose qu'auraient pu incarner finalement les mutuelles presque par définition, puisque dans la question de la lucrativité, il y a aussi un rapport au temps long. Or, on voit aujourd'hui que là non plus, finalement, la différence ne se fait pas non plus sur les fonds consacrés à la prévention, particulièrement chez les mutualistes. En fait, on le retrouve absolument partout aujourd'hui chez les assureurs. Et pour reprendre l'exemple de la santé, on voit bien qu'il y a un investissement massif de certains assureurs, enfin massif, toute proportion gardée bien sûr, mais sur la santé au travail, par exemple, dans le cadre des contrats collectifs. C'est quoi le modèle économique de tout ça? Pourquoi les mutuelles s'en sont pas emparées plus tôt, finalement, puisqu'on aurait pu penser que c'était presque dans leur ADN. Et le modèle économique adossé à ça, quand on sait que même s'il est plus restreint qu'avant, mais qu'il y a quand même un minimum de nomadisme, est-ce qu'il n'y a pas le sentiment d'investir, non pas pour la santé des gens, mais peut-être pour la santé des gens qui demain seront chez un autre assureur, et on a l'impression que c'est un élément différenciant pour faire croître le portefeuille plutôt que pour prendre soin. Alors,
tu as mis beaucoup de choses là-dedans, hein. Ouais. Moi, à la limite, comme je ne suis pas assureur santé, je ne vais pas répondre à la question. Je vais prendre l'exemple de ce que nous, on fait chez Mutlog. Voilà, comme ça, au moins, si tu veux, et ça montrera. Alors, nous, chez Mutlog, on est tout petit, d'accord? On n'a pas, c'est 35 personnes, c'est 185 000 adhérents, on est le plus petit des assureurs des emprunteurs. Bon, il se trouve qu'il y avait des fonds qui arrivaient à échéance dans notre histoire de notre groupe. Au lieu de les mettre dans les mutuelles de livre 2 pour conforter le ratio de solvabilité déjà très confortable, on les a mis dans une union de livre 3. Dans cette union de livre 3, mais comme on est petit, il n'y aura pas beaucoup de sous, donc nous, notre sujet, c'est le logement. Donc, on ne va pas financer la rénovation de tous les logements. On ne va pas financer la transformation de tous les trucs de France. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein, pour faire en sorte que les gens, on détecte leur fragilité, on vienne les aider dans leur logement pour éviter qu'ils soient à partir en EHPAD et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là-dessus? Hein, on ne va pas créer non plus des EHPAD, on ne va pas, je ne sais pas quoi, amener des assurances. Donc, on s'est posé la question. Euh, et puis, on n'a pas les sous pour faire tout ça, donc on n'a pas de modèle économique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ben, nous, on va le faire avec d'autres déjà, parce que tout seul, on ne va pas y arriver. On va le faire avec qui? Avec des bailleurs. Hein, on parle du logement, ce n'est pas idiot de le faire avec des bailleurs. Peut-être que la prévention, mais encore une fois, je ne suis pas mutuelle santé, mais si on était plus proche des professionnels de santé dans certains cas, ce serait peut-être plus facile, hein, surtout sur les territoires. Donc, nous, on va le faire avec les bailleurs et on va proposer à des partenaires qui apportent des services, hein, par exemple des services d'assistants sociaux, on va proposer d'expérimenter chez un bailleur l'apport de ces services-là, déjà, et d'une. Donc, on va payer, nous, l'expérimentation, en espérant que je dirais que cette expérimentation, le bailleur, il va y prendre goût et il va la généraliser sur l'ensemble de son parc. Alors, on a un certain nombre d'expérimentations en cours sur la prévention précisément de la perte d'autonomie où on ferait venir, alors elle n'a pas démarré, mais elle va démarrer avec un bailleur, où on ferait venir les ergothérapeutes et les gens spécialistes de ça avant même que la question se pose. On a fait quelque chose sur le maintien dans le logement pour les gens qui ont des problèmes de loyer, c'est-à-dire qu'avec un bailleur, sur ce premier impayé, les gestionnaires du parc, ils activent une plateforme d'assistants sociaux, des assistants sociaux certifiés, qui va aller au-devant des gens pour les aider à monter leur dossier, parce que des fois, ils ne le font pas, ou ils le font trop tard, ou ils arrivent au CCAS quand c'est plus le moment. Alors, le partenaire a formé les gestionnaires de parc. Au passage, on a essayé de former les gardiens d'immeubles. On s'est aperçu que les locataires, ils n'avaient pas envie de parler de leurs problèmes de loyer aux gardiens d'immeubles, donc ça ne fonctionnait pas. Donc, on a tissé ça. Donc, ça, c'est en cours depuis janvier, et ça fonctionne. Donc, et qu'est-ce qu'on dit aux bailleurs? Ben, nous, Mutlog, enfin, notre union de livre 3 finance ça. Si demain, vous pensez que c'est une bonne idée parce que ça va, après, utilitaristement, réduire vos impayés, vous éviter des problèmes et que vous contractez avec le partenaire qu'on a choisi, sachez que dans le coût que vous aurez, il y a quelques euros qui reviendront à notre union de livre 3 pour reconstituer la cagnotte. Mais je ne fais pas du ROI, je reconstitue juste la cagnotte. Donc, sur un sujet qui est très loin de nous, qui est très loin de ce qu'on est, qui est assez compliqué, où on ne connaît pas, ce n'est pas nos adhérents et nos machins, on arrive, nous, Mutlog, tout petit, 35 personnes, à faire de la prévention ou à déclencher des actions ou à essayer d'embarquer les acteurs là-dedans. On ne me fera pas croire, on ne me fera pas croire que des très grands acteurs de la santé, mutualistes ou autres, n'ont pas les moyens de faire ça. Mais c'est pas, ils ne feront pas du ROI avec ça. C'est sûr que si. Parce que les bailleurs, ils nous disent, mais pourquoi vous faites ça? Vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Ben, nous, on fait ça parce qu'on est mutualiste. C'est même pas nos adhérents, vos locataires. On fait ça parce que c'est notre mission. Et pour revenir à la prévention avec les gens qui se barrent, si tu as aidé des gens qui sont en prévention et si le contrat groupe se barre, ben, tu auras quand même aidé des gens. Et c'est ta mission. Ce n'est pas la question de savoir si tu as un retour sur investissement parce que tu gardes le contrat. Ça change tout. Parce que tu n'as plus la même posture vis-à-vis des acteurs, tu n'as plus la même posture vis-à-vis des gens. Et d'ailleurs, dans les expériences qu'on fait et qui fonctionnent, ben, il y en a certaines qui peuvent servir à aider nos assurés. Par exemple, sur les impayés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur les impayés? Ben, nos assurés, c'est les impayés de crédit.
Nous, on ne sait pas qu'il y a un impayé de crédit. Donc, on est en train de monter, on vient de la signer aujourd'hui, une expérience avec un offreur de crédit en lui disant, bah, si vous constatez une échéance d'un impayé de crédit, au lieu de balancer une lettre recommandée, passez les assistants sociaux qu'on a déjà testés, nous, sur les locataires. Et donc, ça va démarrer très bientôt avec un petit acteur et on espère que tous les autres vont suivre. Donc, si on veut, on peut. Simplement, il faut faire l'effort. Il fait fort l'effort de se dire, mon sujet, c'est d'être utile aux gens. Alors, il y a un deuxième effort qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir mener des combats sur le logement, sur le machin, des combats politiques, tout ça, et que ces combats politiques, eh ben, il faut bien admettre que la santé environnementale et la prévention environnementale, si la prévention c'est juste de culpabiliser les gens en disant vous ne faites pas bien ce qu'il faut, c'est pas notre sujet de mutualisme, c'est pas voilà, ou alors aidons singulièrement les uns et les autres. Mais si on ne mène pas des combats pour dire la condition de travail, c'est aussi l'affaire de l'employeur, alors il ne faut pas se fâcher avec ses clients. Nous, on ne peut pas se fâcher avec les offreurs de crédit en disant vous n'auriez pas dû vendre le crédit à cette personne, mais on peut leur faire prendre conscience de faire le crédit autrement. Voilà, et ça, on peut, franchement. Sauf que ça demande une chose, de passer beaucoup, c'est même pas une question d'argent, c'est du temps et de l'énergie et du jus de cerveau et de l'envie d'aller aider les gens. Et Alors, ça, franchement, c'est pardon. pas, voilà, et ça, franchement, voilà, ça coûte du jus de cerveau et de l'imagination. Voilà ce que ça coûte. Et on peut, franchement, si on veut, mais il faut Tu, vouloir. J'entends, moi, dans ce que tu dis, j'entends euh, au-delà de, ou peut-être c'est aussi ce que tu mets, mais au-delà de la question de l'énergie, moi j'entends aussi, ou en tout cas, moi je perçois en tout cas aussi la question du choix politique. Alors du coup, je laisse la main à Michel parce que je pense que dans les échanges qu'on a eus avec Michel pour préparer cette table ronde, il avait notamment des questions là-dessus à te poser. Donc, il y en a peut-être une qui viendra avant. Je ne sais pas comment vous voulez faire, Michel, mais en tout cas, je vous laisse la parole parce que je pense que ça fait une transition assez trouvée. Voilà. Bon, ben, on va essayer. Juste une petite remarque d'abord. J'ai bien aimé le livre. J'ai bien aimé qu'à un moment donné, on arrête de parler en termes de gestion, mais on parle aussi de philosophie et de valeurs, parce que c'est quand même pas totalement inintéressant. Et à ce propos, dans l'introduction, tu as parlé du rôle du président et du directeur. Il faudrait que tu expliques ça à la Maï. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait compris quelle était la relation entre le président et le directeur quand on a vu ce qui s'est passé pour la préparation de l'AG d'Impact France. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Moi, ce qui me frappe sur ce point, comme tout le monde, je crois, je reçois régulièrement des propositions pour changer de mutuelle. Ça fait partie des éléments. Je n'ai pas envie de changer de mutuelle. Je suis à la mutuelle des Scopes. Ça, on ne peut pas dire que je ne suis pas dans l'économie sociale avec ça. Bon, j'aurais 2-3 remarques à faire sur le fonctionnement, mais ce n'est pas l'objet ici. Par contre, pour préparer ce débat, j'ai joué le jeu de répondre à une sollicitation de changer de mutuelle. Et donc, j'ai répondu sur ce point et on m'a proposé comme mutuelle Swiss Life. Et donc, j'ai une interrogation sur l'absence de préoccupation des mutuelles de protéger leur nom. La mutuelle, c'est toute complémentaire santé se baptise mutuelle, même quand elle n'a pas une organisation mutualiste. Alors, comment tu expliques que, contrairement à d'autres familles, comme les coopératives qui veillent à ce que, quand on utilise le terme coopérative, ce soit une vraie coopérative, comment les mutuelles ont laissé faire la banalisation du terme mutuelle pour des structures qui n'ont rien à voir avec des mutuelles. Comment tu expliques ça? Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas un mutualiste natif et puis j'ai pas, même si dans un autre cadre que certains connaissent, on a réécouté Michel Dreyfus nous expliquer à sa façon l'histoire de la mutualité, moi je ne saurais pas te refaire l'histoire de la mutualité. Ce que je peux dire aujourd'hui, et je le dis dans le bouquin, c'est que moi je distingue trois types de mutualistes.
Le premier que j'appelle expression que j'ai reprise à Jean-Louis Bancel avec son autorisation, les rois feignants. C'est-à-dire, alors, ils sont feignants. Alors, on parle des présidents, là, enfin des présidents, des élus, mais plus globalement des présidents. Ils ne sont pas feignants parce qu'ils font rien, ils sont feignants parce qu'ils ne travaillent pas le modèle mutualiste, quoi. Voilà. Donc, et les rois feignants, ils jouent sur le terrain de l'adversaire, ils perdent toutes les batailles, celle de Solvadeux, celle de la fiscalité, celle de l'ANI, demain, celle de la prévention, après-demain, celle de la CSRD. On est tranquille, puisqu'ils n'ont pas fait l'effort de retravailler ce qu'ils étaient, de vouloir réincarner ce qu'ils sont, ce qui est un effort, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais très concret. Donc, ceux-là, ils ont perdu la bataille. Alors, la deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les entrepreneurs naïfs. C'est ceux qui considèrent que on peut jouer on peut jouer le match avec les règles du jeu actuelles, mais en match aller-retour. C'est-à-dire en match aller, c'est la performance économique. Donc dès qu'on a les X% de taux de couverture du SCR, même s'ils sont trop, à ce moment-là, on joue le match retour et on le joue sur le match, sur la RSE, sur la vertu, demain sur ces trucs-là. Ou sur le dividende social mutualiste. Voilà. Moi, je pense aussi, encore une fois, que cela, il se trompe aussi parce qu'il mélange les mots. Et quand on est un mutualiste, dividende, ça ne veut rien dire. C'est au contraire rajouter de la confusion à notre modèle. Et comme disait Camus, vous le savez tous, à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. Donc, il y en a une deuxième catégorie qui sont ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont sans doute les plus nombreux aujourd'hui. Puis, tu as la troisième catégorie, dans laquelle je me classe, là, qui dit nous, on ne veut pas de ces règles du jeu-là. Mais on est bien obligé de jouer quand même, entre-temps, avec ces règles du jeu-là. Mais il faut qu'on fasse l'effort de redéterminer d'autres règles du jeu. Mais comme on n'a pas fait l'effort de se poser la question de qui on était et à quel jeu on voulait jouer ou de le revitaliser, eh bien forcément, on perd tous les matchs. C'est sûr, hein. On perd tous les matchs parce que nous, on joue au foot avec un ballon de rugby, quoi. Donc forcément, on a un peu plus de mal à dribbler, quoi. Et ben voilà. Et ben tant qu'on fera ça, tant qu'on ne travaillera pas qui on est, et c'est en fait l'objet du bouquin, c'est dire on peut travailler qui on est, ça peut être utile, j'en sais rien. En tout cas, il y a des questions à se poser. Tant qu'on ne fera pas ce travail-là, eh ben, on perdra la bataille. Et je relance l'appel que je lance dans tous mes débats. J'appelle tous les mutualistes, hein, ou au moins 10 mutualistes, à financer 10 thèses de recherche. C'est pas cher, les thèses de chiffres. Qu'on file à des chercheurs, comme ça on reviendra travailler avec l'université pour reposer des questions qu'on aurait déterminées collectivement. Alors, l'enjeu du bazar, c'est pas de financer les 10 tests chiffres, c'est de se mettre d'accord sur les questions qu'on veut poser, donc ça ne sera pas simple, sur la formulation des questions. Et le deuxième enjeu, ça sera de dire on va avoir la patience d'attendre 3 ans que le doctorant ait fini sa thèse pour avoir les résultats et on n'est encore même pas sûr qu'il sera ce qu'on voudrait. Faisons ça, c'est pas cher, donc nous on en finance un sur l'impact du logement sur la santé avec Habitat et Humanisme, en partant d'une vision collaborative des gens. Et faisons ça, retravaillons. Mais si on ne travaille pas, Michel, on perdra toutes les batailles et c'est parce qu'on n'a pas travaillé. Alors, on a eu des mots, on a dit on est mutualiste par machin. Donc, ça nous a évité de réfléchir. C'était vachement bien, mais on les perdra toutes. Et on perdra la prochaine qui s'annonce, qui est celle de la CSRD. C'est sûr. Et les autres, ils font mieux que nous. C'est sûr. Mais s'il faut bosser, c'est juste, il faut bosser, quoi. Il ne faut pas être des rois feignants. Je suis un peu long dans les réponses, Aurélie, non? Comment? Je suis un peu long dans les réponses, Aurélie, non? Je surveille. Bon. Je vais peut-être laisser la parole à Fatima et vous laisser un peu peut-être tous les trois faire le jeu de ping-pong sur les questions-réponses. Fatima, je ne fais pas de transition parce que je ne sais pas si tu as une question qui est liée à la dernière intervention de Christian ou si c'est l'une de celles qu'on avait évoquées ensemble et que tu m'avais proposées. Bon, je vais plutôt répondre là par rapport à ce qui a été évoqué parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas spécifique. Donc, je laisse mes questions pour tout à l'heure. On verra s'il y a un intérêt à les poser d'ailleurs. Mais je rebondis plutôt sur vos propos, Christian, parce que du coup, ce que vous évoquez, en fait, n'est pas propre aux mutuelles. La question, effectivement, du collectif qu'on pourrait avoir, ce sont des questions qu'on se pose plus globalement, en fait, au sein de l'économie sociale et solidaire.
On se disait que bon, on avait besoin de mieux se connaître, mais même quand on se connaît bien, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner l'exemple des SCOP et des SIC. euh, Parfois, on se dit, bon, on accompagne tous les jours dans mon réseau des dirigeants de SCOP et de SIC, donc c'est notre cœur de métier. On leur conseille souvent d'être dans des stratégies d'alliance, etc. Et puis, quand il s'agit en fait d'intercoopérer notamment sur des projets en commun, bah, c'est pas si facile. C'est pas si facile entre SCOP, c'est pas si facile entre unions régionales qui ont le même métier. Et en fait, c'est pas si facile entre différentes familles. Donc, du coup, la question que j'ai envie de vous renvoyer, c'est est-ce que, bon, là, c'était l'exemple d'un financement collectif pour aborder les questions de fond pour les mutuelles. C'est, voilà, ça part d'une super idée sur laquelle on devrait être tous facilement d'accord. Et puis au final, effectivement, il faut du jus de cerveau, mais il faut surtout beaucoup de patience et de discussion pour se dire, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant, ça va peut-être plus profiter à tel ou tel. Donc, est-ce que ce problème est véritablement uniquement celui des mutuelles? Ah non, Fatima, on va peut-être se tutoyer, mais c'est pas un problème de celui des mutuelles. Par exemple, nous, parmi nos distributeurs, alors évidemment, tout le monde va savoir, puisqu'on n'en a pas tant que ça, on en a beaucoup qui sont de l'économie sociale et solidaire. Enfin, quand on discute la répartition des commissions, je peux te dire que c'est pas très différent de ce qu'on fait quand on discute avec un acteur capitaliste. Moi, mon rêve, tu vois, ça serait qu'on se dise, on abandonne chacun 1% de notre marge, on fait 2% pour faire un fonds d'entraide spécifique et pour faire l'effort d'aller au-devant des adhérents pour les aider ensemble, hein, les leurs et les nôtres, hein. Ben, alors, pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Hein, voilà, donc je partage, je partage cette difficulté-là. Mais par contre, peut-être Michel, je ne sais pas qui pourra répondre, je ne sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. J'arrive pas à identifier pourquoi alors que normalement, enfin normalement, mais même en vrai, quoi, on est tous sur des actions vertueuses et tout ça, hein. C'est pas une question de, il y en a qui sont plus vertueux que d'autres. Moi, je sais. Pourquoi on n'arrive pas à faire système, à se mettre autour de la table et à partager des actions? Et c'est sûr qu'on serait beaucoup plus efficace si déjà nous, entre mutualistes, mais si on travaillait avec les autres acteurs de l'économie sociale, voire même d'autres acteurs autour, les municipalités, des choses. Je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas. Franchement, je n'ai pas la réponse à cette question. Et je dois t'avouer que ça me désespère un peu par moment, quoi. Ah, j'ai dit que non, on ne dirait pas des trucs négatifs, donc je ne le dis pas. Mais oui, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, je suis dans la même interrogation que toi. Du coup, je peux me permettre de relancer sur ce point-là? Bon, alors du coup, on se tutoie. Justement, dans ton avant-propos, tu évoques notamment la force de l'engagement, qui est plus une question de façade que de réalité. Tu viens de donner l'exemple notamment de fournisseurs, je ne sais pas si tu les as appelés comme ça, mais enfin, de ceux avec qui tu traites des commissions qui sont tout aussi... De mon mais distributeur, en fait. vos distributeurs, ouais. Du coup, est-ce que la force de l'engagement, parce là, dans l'exemple que tu cites, c'est comment on vise le bénéficiaire, mais au-delà du bénéficiaire, euh, est-ce que, enfin, moi, je suis plutôt d'avis aujourd'hui que si on arrive déjà à se dire qu'on peut faire collectif, collectif pour moi, c'est déjà de se dire que même si on n'est pas parfait les uns et les autres, si dans notre politique d'achat, on se dit ben on va acheter à l'économie sociale et solidaire, notamment pour grossir les troupes, etc. On est déjà enfin on est déjà dans un plan d'action. Moi j'entends souvent, y compris parmi les coopératives. Oui, mais on choisit d'abord la compétence. Oui, effectivement, il faut choisir la compétence, évidemment, hein, mais parfois la compétence, elle s'acquiert de manière différente. Si Vinci a la possibilité d'avoir les ingénieurs les plus formés, etc., peut-être qu'on aura des ingénieurs peut-être moins bien formés, mais qui seront arrivés dans des structures de l'ESS
avec voilà, moins en pointe, mais avec des valeurs que d'autres n'ont pas. Est-ce que ça, c'est pas déjà une manière, en tout cas, de jouer collectif en se disant que ben, parfois, on va acheter certains services, certains produits qui ne sont pas autant au top que ce qu'on pourrait trouver parce que voilà, le marché nous propose une variété, en tout cas, de services et de produits. Est-ce que ça, c'est pas déjà un engagement qui permettrait d'avancer collectivement? Alors, je suis un peu plus réservé, Fatima, mais c'est aussi l'objet du débat. Parce que moi, la fin du fin de mon action, c'est les adhérents, c'est les gens. C'est pas la défense d'un modèle. Donc, si par la défense si en plus il se trouve que je peux travailler avec des acteurs qui partagent les mêmes valeurs, ça sera plus facile. Mais pour moi, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le premier sujet. Mon premier sujet, c'est mes adhérents. Deux, c'est des gens pour rester dans le logement. Alors, je sais, c'est un peu pour la gratter de dire ça, hein, mais il faut toujours se rappeler, en tout cas, dans notre modèle mutualiste, qu'on travaille pour des adhérents ou pour des gens. Nous, on doit aider à se loger ou se maintenir dans le logement. Donc, c'est passe devant. Donc, si le partenaire que je trouve, alors je ne parle pas des distributeurs là, alors il y a un peu ESUS et tout ça, hein, pour apporter des apports d'assistants sociaux à des gens qui sont en difficulté. Il le fait avec un état d'esprit de service, avec cette idée d'aller au-devant de l'ensemble des acteurs du territoire, tout ça. Au fond, alors après, on va me répondre, j'en vois d'ailleurs dans l'écran que je connais, qui vont me répondre que c'est pas pareil parce que s'ils sont capitalistes, ils font pas le boulot. C'est possible, mais en partenariat, et d'ailleurs c'est reconnu, je l'ai vu sourire, en partenariat, s'il fait le boulot, s'il a aidé les gens, s'il a aidé les gens qui étaient en difficulté, eh ben, au fond, je m'en fous. Alors je le dis de manière un peu provocatrice. En revanche, pour la réflexion de ce qu'on doit aux gens, évidemment que ça, on peut la partager qu'avec des gens qui partagent les valeurs. Mais dans l'exécution des choses, si je me mets, moi tout petit, si en plus je me mets cette contrainte-là, alors que déjà il faut que je me creuse la tête pour trouver un bailleur social ou pas qui veuille bien aller aider les gens dans son logement, si en plus je me mets comme deuxième contrainte de vérifier la sincérité de l'engagement du prestat de service, à supposer que sa prestation soit bonne, j'y arrive plus. C'est hors de mes forces. À mon échelle, parce que je suis petit. Ce n'est pas forcément vrai pour des très très grandes organisations et des très grandes mutuelles qui ont ce poids. Mais moi, 35, mutuelles tout petit, je ne peux pas. Donc, je ne le mets pas en priorité. Tu vois? Je ne dis pas que je ne veux pas le faire, hein. Je ne dis pas que ça ne serait pas bien. Je ne le mets pas en priorité parce que ma priorité, c'est d'aider les gens. J'en sors pas. C'est aussi bête que ça. Peut-être Michel veut réagir. Hein, oui, c'est ça, ce que j'allais dire là. Je pense que il y a une question de Michel qui fait parfaitement écho à ça, parce que Michel avait une question que je ne déflore pas plus qu'en disant on assiste quand même aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, hein, à des partenariats, regroupements qui seraient apparus totalement iconoclastes il n'y a encore pas si longtemps, quoi, hein. Si on prend les équipements sanitaires gérés par des mutuelles, donc livre 3 santé, on assiste à des choses surprenantes. On assiste à des mutuelles qui n'arrivent pas à équilibrer la gestion de leur équipement et qui le vendent à un privé qui lui arrive à le gérer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui amène une mutuelle à vendre à un privé un équipement qu'il a créé, qu'il a développé. On peut parler du groupement hospitalier mutualiste de Grenoble sur ce point. Alors moi, je veux dire, il y a une histoire terrible qui est autour de la non-lucrativité. C'est qu'on n'a pas posé la non-lucrativité comme une exigence d'efficacité. Et que donc on n'a pas embauché les bons gestionnaires. Parce qu'en fait, notre responsabilité mutualiste, c'est de faire en sorte d'utiliser au mieux l'argent des adhérents. Le dépenser en mauvaise gestion, en inefficacité, en incapacité à gérer des trucs, c'est une faute.
à la fois en gestion, mais du point de vue mutualiste. Et donc, on s'est caché derrière la non-lucrativité, c'était vachement plus facile, on n'avait pas la force de rappel des actionnaires, et comme en plus on n'a pas fait vivre la démocratie, comme m'a dit quelqu'un qui n'était pas mutualiste, un, vous n'avez pas les actionnaires, deux, la démocratie, pour reconnaître qu'elle est largement formelle, donc il n'y a aucune force de rappel, donc on peut faire n'importe quoi, y compris d'être de très mauvais gestionnaires. Ça, c'est plus possible. On n'a pas le droit, c'est même pas une question de technicité, c'est de se dire que moralement, on n'a pas le droit d'être de mauvais gestionnaires et de dépenser l'argent des adhérents en mauvaise gestion. On ne s'est pas donné. Ah zut, j'ai dit qu'il ne fallait pas que je dise du mal, mais mince. Si on se donne comme objectif de rendre compte du moins de centimes utilisés pour la bonne gestion, on ne sera plus dans ce genre de truc. Mais franchement, on n'a pas fait le job dans certains cas sur ce que tu dis sur le livre 3. Et d'ailleurs, au passage, quand même, les privés à qui on file, dans certains cas, ils dépaissent quand même. Il y en a un qui vient de se prendre un procès quelque part dans une région du sud-est de la région Rhône-Alpes. Donc, ce n'est pas tout rose, mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. Moi, j'ai travaillé. Pardon, j'ai travaillé dans la filiale d'un groupe capitaliste, avant de découvrir la mutualité. C'était la BNP à l'époque. Quand j'ai fait un appel d'offres pour gérer la santé, donc j'avais même été pire que ça, parce que moi j'ai un passif, si tu veux, donc j'avais dit la BNP capitaliste à l'époque, c'était il y a prescription, c'était il y a 30 ans. Quand j'ai fait un appel d'offres pour faire la gestion des contrats santé qu'on ne savait pas faire, mais les mutualistes, ils étaient 10 points plus chers que les privés. 10 points! 10 points d'écart! C'est pas normal! Ça n'est pas normal! C'est une faute morale! Pardon! Et donc, cette exigence-là, elle est cruelle. Ouais, effectivement. Et on la paye aujourd'hui. Et nous, en assurance des emprunteurs, comme on fonctionne qu'en appel d'offres, c'est sûr que si on n'est pas bon, c'est sûr que demain, on peut plier les gaules. Parce qu'on n'aura plus de clients, enfin, ou de distributeurs et de clients. Donc, il y a une faute. Voilà, on n'a pas fait le boulot. La non-lucrativité nous a servi à mal gérer. Et ça, c'est plus possible. Donc, l'effort à faire, il est de se dire quelles sont nos exigences. C'est ça qui était à faire comme effort. Après, une fois qu'on aura posé ces exigences clairement, pour répondre à cette image, je pense qu'on pourra aller devant d'autres et qu'on pourra faire le tri, nous, entre les gentils et les méchants, ou les amis et les ennemis, et que là, effectivement, quand on aura fait, nous, cet effort de faire le tri dans ce qu'on doit bien faire ou pas, probablement qu'on se rapprochera d'acteurs de l'ESS beaucoup plus naturellement. Mais ça sera naturel, ce n'est pas juste pour le faire. Ça sera parce que ça sera plus efficace et qu'on pourra faire des choses ensemble différentes. Mais ce n'est pas juste pour défendre l'ESS. Moi, mon sujet, ce n'est pas de défendre la mutualité. Parce que si la mutualité, elle fait le boulot comme les autres, elle n'a pas de raison d'être. Ce n'est pas mon sujet. À ce moment-là, je plie les gueules, je vais à la pêche. Si je ne fais pas mieux, si je ne fais pas autrement, je m'en fous de défendre le modèle mutualiste. Si je n'apporte pas quelque chose à la société, je m'en fous. Je vais aller faire autre chose. J'irai dans des assos ou des scopes ou ailleurs, dans des modèles qui apporteront quelque chose. Je ne suis pas le défenseur à tout prix du modèle mutualiste. Non, non, je suis le défenseur de ce qu'il apporte à la société. Et c'est bien ça le problème. Je veux bien rebondir sur ça parce que je crois qu'on a, enfin ton bouquin est intéressant parce que le sujet c'est vraiment la question des valeurs et que ces valeurs en fait se traduisent en actes. Et je suis pas complètement en phase avec ce que tu dis là, c'est-à-dire que j'entends bien parce que je l'entends quasiment tous les jours. Des scopes et des SIC. Et je pense qu'on est quand même au cœur d'un sujet qui est vraiment important. Pour moi, c'est la question de l'effort qu'on est prêt à faire. Parce que dans nos achats, on peut traduire en fait en actes ce qu'on a envie de faire. Et c'est justement pas être sur la défense, c'est au contraire de se dire je fais l'effort parce que je pense en plus, en réalité, qu'il est fort probable que je trouve ce que je recherche en fait pour mes bénéficiaires parmi des gens qui partagent les mêmes valeurs. Aujourd'hui, on a un peu cet éloignement-là, on a beaucoup parlé gestion et c'est un peu ces travers-là. Et donc, des critères de gestion,
d'efficacité, et on pourrait en lister un certain nombre, sont certainement quelque chose qui nous éloigne en tout cas d'objectifs en fait qu'on se donne. Pour moi, l'enjeu est vraiment pas d'être sur la défensive, mais au contraire d'aller chercher justement, puisque bah voilà, si on veut mettre 1% dans des fonds en se disant, voilà, bah, ce 1% dans les fonds, si je veux le faire, bah, je suis dans une démarche vraiment proactive. Eh bien, me dire que demain, je vais aller chercher des gens qui partagent, en tout cas, les mêmes valeurs, sans que ce soit juste pour faire bien, mais au contraire, que ça traduise en réalité des actes, voilà. Je crois que ça fait partie, en tout cas, de ce qui fera que demain, on sera sur, en tout cas, on pourra peser sur une transformation, hein. On aime bien dire dans l'ESS qu'on est dans la transformation. Encore faut-il, pour transformer l'essai, d'agir et d'agir avec ce qui, enfin, ça fait pas très concret ce que je dis, hein. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je pense que ça se traduit en actes, ce qu'on a envie avec qui on a envie de travailler, pourquoi on a envie de travailler, en direction de nos bénéficiaires finaux. Et ça, effectivement, ça demande des efforts, ça demande de travailler avec notre cerveau, de prendre le temps, en tout cas, d'aller plus loin que juste des indicateurs dans lesquels on est à peu près tous tombés voilà, parce qu'il faut être efficace, parce qu'il faut effectivement gagner de l'argent pour nos finalités, hein, mais parfois, si on gagne de l'argent, et je te rejoins de ce côté-là, pour les mettre en réserve, en fait, on est un peu à côté de ce qui est l'objectif en fait de ce qu'on a construit en tout cas au travers de nos statuts. Alors, moi, Non, mais je suis assez d'accord, Fatima. J'étais un peu provocateur en disant que euh, un peu provocateur en disant parce que moi mon indicateur c'est pas mes indicateurs économiques, hein, c'est en fait est-ce que j'ai été utile autrement aux gens, tu vois. Donc on n'est pas du tout et l'utilité elle se mesure pas nécessairement en indicateur chiffré. Mais bon, j'étais un peu provocateur, mais parce que de mon côté, moi, j'ai trop vu de cas où on privilégiait la survie des structures, tout ça, par rapport à l'intérêt final qui est celui des gens. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, à chaque fois, on va se retrouver au milieu, si tu veux, pour dire, n'oublions jamais qu'on travaille pour les gens. Et effectivement, ça sera plus facile si on fait collectif et qu'on va ensemble. Et on ne pourra faire collectif et avancer ensemble pour changer le monde. Parce qu'en gros, finalement, c'est ce qu'on veut faire un peu tous, que si on partage cette vision de la nécessité de changer le monde. Donc, je suis assez d'accord. Mais tu vois, c'était un peu par provocation pour dire, ne perdons jamais de vue la finalité, quoi. La finalité, c'est pas nos structures quand même, quoi. Donc voilà. Mais vous vous rejoignez quand même, Christian, je trouve, hein, sur. Oui, c'est ce que je dis. Parce que sur le fait d'avoir de chercher à avoir l'impact le plus possible. Enfin, j'aime pas trop la notion d'impact parce qu'elle est un peu galvaudée, mais bon, peu importe. C'est le moins qu'on puisse dire. L'impact, néanmoins, le plus positif possible sur les gens autant que sur la société. Ce qu'évoquait Fatima en termes, pour dire les choses un peu trivialement, d'achat responsable, etc., ça contribue à ce que tu évoques comme étant le respect de la mission première, finalement. Oui, mais ce que je veux juste dire, c'est que quand tu es 35, que tu n'as pas de moyens, tu es obligé de choisir quels sont les combats et les actions que tu vas mener en premier. D'accord? Moi, je ne peux pas présenter à 35 avec un volant d'actifs que c'est ma gestion d'actifs, on n'a pas beaucoup de réserves et tout ça par rapport, que c'est ma gestion d'actifs ou ma pratique éco-responsable des achats qui va changer le monde. En revanche, si je mets mon énergie pour essayer de faire en sorte que là où je suis légitime, que les bailleurs aillent au-devant des gens qui sont dans leur logement pour faire autre chose que transformer les baignoires en douche parce que quand il y a des problèmes, si je mets mon énergie là-dessus, je vais choisir délibérément de centrer mon énergie là-dessus. C'est ça que je veux dire. Parce que cette espèce de truc qui dit tout est dans tout et réciproquement, il faut être bien sur tout, c'est ce qu'on va avoir avec la CSRD. Mais nous, on affirmera. Nous, par exemple, on a affirmé que sur la gestion de nos actifs,
Bon, on avait un gestionnaire d'actifs qui est OFI, qui est mutualiste, ou filiale de mutualiste. Il ne faisait pas si mal ces machins. On n'a pas les moyens d'aller vérifier si les. On n'a pas les outils pour aller vérifier si la gestion d'actifs est bien, si ce qu'ils nous racontent dans leur superbe graphique montrant qu'ils sont les plus vertueux dans le choix des trucs. J'ai pas les moyens. Bon, ben, on a dit, attends, on est passé assez gros pour qu'il y ait un enjeu là-dedans. Donc, on ne va pas s'occuper de ça, quoi, hein, tout de suite. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on a dit, nous, c'est que si pendant plusieurs années, on fait beaucoup, beaucoup d'argent sur la gestion des actifs, au-delà de ce qu'on attend, ben, on le donnera à l'Union de Livre 3 pour aider des gens dans le logement. Voilà ça, on sait le dire. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on se ramène, parce qu'à dire tout, et surtout à le filer à des spécialistes, tu vois, dans les grandes organisations, tu as le GAEC, spécialiste des investissements verts, des machins, quel engagement ça fait, quoi? On les écoute, on est content. La boîte n'est pas du tout. Alors, nous, on est petits, la boîte n'est pas du tout mobilisée, mais on est content, on a un spécialiste. Alors, oui, voilà, j'en ai 10 qui s'occupent des investissements verts et tout. Ouais, enfin, ça ne change pas le monde, ça, hein, pardon, hein, parce qu'on joue encore sur le terrain de la VSA. Puis on ne fait pas d'engagement, on a filé des trucs à des spécialistes, on est content. Non, 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 c'est pas ma vision de l'implication qu'on doit avoir. Donc, moi, je ne peux pas me mettre partout. Donc, j'ai choisi plutôt le logement, si tu veux, que le vert, quoi. Voilà, je suis désolé. Alors, si demain, je trouve un acteur du crédit qui est prêt à faire du microcrédit ou du petit crédit pas cher pour aider les gens qui n'ont pas les moyens à faciliter la transition énergétique, je peux te dire que nous sommes prêts à abandonner, dans une certaine mesure, nos marges sur l'assurance des emprunteurs pour couvrir l'emprunteur de ça. Ça, oui. Et là, je serai dans mon jeu. Mais j'en ai pas trouvé pour l'instant. Bon, j'en cherche encore. Donc, s'il y en a dans la salle qui veulent bien m'appeler, on va les couvrir, c'est sûr. Michel, je crois que je vous ai coupé la parole. Non, mais j'ai une question, un point dans ce que tu dis, tu as évoqué rapidement la question que je vais résumer sous le terme faiblesse démocratique. Sur le fait que les mutualistes sont peu impliqués. Et je trouve que ce qui me frappe, c'est qu'on continue à avoir dans l'organisation des mutualistes démocratiques une démocratie formelle historique, alors qu'on n'utilise pas les outils qu'on a aujourd'hui pour faire des réunions départementales des adhérents de la Maïf. Je pense qu'on pourrait aujourd'hui demander l'avis à tous les adhérents de la Maïf qui, globalement, ont quand même à peu près tous un ordinateur et une connexion Internet, pour savoir s'ils sont sur une conception comme quoi la Maïf doit participer à une alternative au MEDEF ou au contraire à renforcer l'économie sociale. J'aimerais bien que la Maïf me consulte sur ce sujet. Ça fait un peu plus de 40 ans que je suis adhérent à la Maïf. On ne m'a jamais proposé directement de donner mon avis en dehors de formes qui n'ont rien de séduisant d'aller à une assemblée départementale et ça fait vraiment partie des choses où il y a peu, et si tu en connais, je suis preneur de les regarder d'un peu plus près, de formes d'implication même à distance, parce que malheureusement on a quand même cette formule, mais ça a quelques avantages, la distance. Sur ce point, ne serait-ce que pouvoir donner le même avis la même question à beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des mutuelles qui ont un peu avancé sur ce sujet dans ce que tu connais? Alors, je pense qu'il y en a sans doute, mais moi, j'en connais pas. Donc, tu vois, tu as à peu près la réponse. Sur cette question de la démocratie, alors nous, on est nuls. Hein. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Nous, Mutual, on est nuls. Pourquoi? Parce qu'on a 190 000 adhérents qui ne savent même pas qu'ils sont adhérents chez nous. Parce qu'on est derrière les distributeurs, c'est l'assurance des emprunteurs, et à la différence de la santé, on les récupère qu'une fois qu'ils ont eu une difficulté personnelle, et une fois sur deux, c'est parce qu'ils sont morts. Alors, c'est un peu dur de les engager quand ils arrivent à ce moment-là. Donc, ils ne nous connaissent pas. Donc, comment faire de la démocratie? Ce n'est pas très simple. Alors, il se trouve que nous, historiquement, on a un conseil d'administration à 30 avec des représentants des syndicats et que c'est en fait un petit microcosme de la société. Donc, moi, j'ai dit, on va commencer par faire la démocratie au sein du conseil d'administration. Mais la première question à faire, c'est quelle question on met en débat démocratique? Celle que tu dis est une question sur laquelle tout le monde peut débattre. Si tu fais des ordres du jour de conseil d'administration où tu n'as que des rapports prudentiels, machin, tout ça, auxquels on ne comprend rien, et de toute façon, ce n'est pas notre job de refaire le boulot des actuaires,
Alors là, tu aurais beau avoir la meilleure consultation possible. Donc, il y a une vraie question, mais tu l'as abordée dans la formulation, sur la formulation des questions qu'on pose et qu'on met en débat. Je pense que c'est la première chose, si on veut faire de la démocratie, à faire. Nous, on a commencé à travailler là-dessus et on n'a aucun problème pour trouver des administrateurs, à la différence d'autres mutuelles qui se plaignent qu'elles n'en trouvent pas. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de candidats que de postes à pourvoir. Mais cette question est là. Et nous, il faudra bien qu'un jour, on fasse l'effort, à minima, de revenir vers nos délégués et de les embarquer dans un questionnement. Bon. Et moi, parmi les sujets que je verrais bien, tu vois, je verrais bien dans les 200 000 adhérents qu'on a qui ne nous connaissent pas, procéder à un tirage au sort en disant quels sont ceux qui veulent venir débattre d'un sujet équivalent à celui que tu disais, voilà. Et on fait une convention citoyenne et aller des adhérents mutuologues sur à quoi sert la mutuelle et qui elle doit aider. Mais je ne dis pas, alors, je suis plus si jeune, donc je ne suis pas sûr que j'aurai le temps, mais je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, tu vois. Mais j'en connais pas. Alors, il y en a peut-être dans la salle, un peu. S'il y en a qui lève la main, parce que moi, ça m'intéresse d'aller voir comment ça se passe et comment ça se fait. Alors, moi, je sais que tu as des mutuelles où ils font vivre le débat, notamment dans les mutuelles de la fonction publique. Le débat, pour certains, les mutuelles santé vit beaucoup mieux. Je sais. Ah, ben voilà, tu vois, Robert Schiss, il a levé la main et donc il fait vivre le débat. Salut Robert, on en parlera tous les deux. Oui, merci. Non, mais voilà, il y en a peut-être, hein. Et là, c'est pareil, on ne partage pas. On ne partage pas les expériences. Tu vois, c'est un peu nul. Bon, je reviens te voir, Robert, promis. Oui, on va allô? laisser la parole à Robert, du coup. Je vous propose de passer aux réactions et aux questions des personnes présentes, des auditeurs et auditrices, sans que ça préfigure de qui répond entre vous trois. Hein. N'hésitez pas évidemment à prendre la parole. Donc, je vois une main levée, effectivement, Robert Schiss. Donc, Robert, je vous propose d'intervenir. Merci et merci à vous. Bon, tout d'abord, bonjour et merci pour l'organisation de cette discussion. Bon, que je te dise tout de suite, Christian, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. J'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as écrit, bon, même si des passages de ton livre ont paru un peu plus obscurs ou moins accessibles. Et surtout, j'ai beaucoup aimé ta façon d'aller directement au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, tu l'as dit, et quelque part, je crois que tu remets l'église au centre du village, comme on dit, en disant, le job, c'est aider les gens. Et en disant ça, c'est vrai que tu balayes d'un revers de main salutaire toutes les tentatives de travailler pour la structure, pour l'emploi, pour la pérennité de l'institution, etc., qui n'ont pas de sens dans le débat qui est le nôtre. Et pour aller un peu plus loin, tu l'as dit, je crois, mais en ce qui me concerne, ça paraît infiniment important. Finalement, les critères qu'on affiche en permanence comme les critères discriminants de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire la gouvernance, la non-lucrativité et la solidarité, on s'en fout si ça n'aboutit pas à cet objectif simple qui est d'aider les gens. Ce ne sont pas des critères en eux-mêmes aujourd'hui qui permettront donc de revaloriser le mouvement mutualiste que nous essayons de faire. Ce ne sont pas des critères, c'est simplement un objectif. Et la force avec laquelle tu le dis, en tout cas, l'importance que tu y accordes, nous envoie bien sûr à nous questionner sur ce que nous faisons concrètement dans nos mutuelles pour répondre à cet objectif. Alors, en ce qui nous concerne, bon, alors je préside une mutuelle que tu connais, petite mutuelle aussi, qui s'appelle Territoria Mutuelle. On travaille beaucoup sur, pour reprendre un peu tes mots, sur ce qui peut être la détection des fragilités, des causes. En ce qui concerne donc la question de la prévention. On a coutume de dire en matière de prévention que ce qui est égalitaire est complètement inéquitable.
parce que précisément, on ne va pas à la cause même de ce qui peut générer la souffrance des gens. Et on travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Victor Vaknin, que tu connais aussi bien que moi, et donc qui, de ce point de vue-là, en parlerait beaucoup mieux que moi. Deuxième élément qui me paraît aller dans le sens de cet objectif indispensable, unique à atteindre, aider les gens, c'est créer du lien social. Créer du lien social. Et effectivement, à travers des actions de prévention qui travaillent sur la santé physique, sur la santé mentale, je ne parle pas de maladie mentale, je parle de santé mentale. Cette capacité que les mutuelles peuvent avoir comme fabrique de lien social est, à mon avis, tout à fait utile et indispensable. Et puis, il y a un troisième volet qui, à mon avis, aussi a son importance, qui est de rendre les gens responsables. Et c'est là où on retrouve effectivement les questions de gouvernance. Et rendre les gens responsables, c'est les associer le plus possible aux décisions que tu es amené à prendre. Donc, prendre le problème sur comment tu aides les gens, et non pas quels sont les chemins institutionnels que tu as choisis pour y arriver, c'est-à-dire mutuel ou pas mutuel, me semble infiniment important, et je te remercie. Merci Robert, moi j'ai rien à ajouter là-dessus, parce qu'effectivement je partage cette idée du lien social et des mutuelles générateurs de lien social. C'est peut-être ça qui pourrait aujourd'hui nous différencier. C'est ce qu'on dit sur le logement comme lieu de lien social, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc je ne réagis pas, Aurélie, là. Fatima, Michel, est-ce que ça suscite des réactions de votre part ou est-ce que je distribue la parole à d'autres personnes? Vas-y, distribue. Alors, moi, j'aimerais faire réagir Perrine Vigrou, parce que je pense qu'en quantité de messages envoyés sur le chat, c'est Perrine qui en a envoyé le plus et qui a réagi sur le plus de choses. Donc, et je me suis retenue. Donc, Perrine. J'aurais plein de choses à dire et j'ai pas forcément organisé mes idées, mais du coup, moi, je suis en thèse CIFRE à la MGEN, donc une mutuelle de fonctionnaires santé. Donc, si je reprends juste mes messages sur la prévention, en tout cas sur les mutuelles de fonctionnaires en santé, il y a un modèle de prévention qui est en danger par les réformes des protections sociales complémentaires des fonctionnaires, etc. Donc, ils sont en train de se déliter. Et c'est ce que je disais dans mon message, c'est plus sur la manière de faire et sur le repérage des besoins des adhérents en prévention que c'est mal fait, mais c'est quand même fait. Et aujourd'hui, il y a encore des budgets mutualistes très conséquents à destination de la prévention, mais on va faire marcher des prestataires lucratifs, on va pas faire de diagnostic auprès des adhérents au préalable, etc. Et sur la question du prix des mutuelles santé, du coup, c'est nécessairement plus cher puisqu'il y a le modèle de prévention derrière. Dans le cas de la MGEN, il y a quand même encore une convention avec l'État avec 350 militants sur tout le territoire détaché du ministère, donc ça a un coût. Qui accompagne les adhérents sur tout un tas de problématiques d'action sociale, etc., qui sont peut-être amenées à disparaître encore une fois du fait de la réforme. Et en face, on a des assureurs et des compagnies d'assurance qui font de la complémentaire santé un produit d'appel pour ensuite vendre du produit d'assurance très lucratif. Donc, c'est un peu obligatoire que le mutualiste santé soit plus cher que le banque assureur, sinon ça serait plutôt même inquiétant sur la mission qu'il doit opérer auprès de l'adhérent. Et je m'arrête au message que j'ai mis dans le fil du coup. Michel, est-ce que vous avez des réactions peut-être par rapport à ça? Pas pour le moment, je continue. Alors François, peut-être, Cola. Oui, bonjour. Bonjour.
Oui, merci de me donner la parole. Donc moi, je suis administrateur d'une mutuelle, Pivia Massif Mutuelle, et d'une façon générale, voilà, je remarquais, Christian disait tout à l'heure qu'il faut aller au-devant de nos adhérents les plus fragiles, donc avec quels moyens, comment les repérer, et un petit peu comme disait Perrine juste avant, voilà, c'est fait, mais peut-être que c'est pas fait assez bien. Et je pense que l'utilisation des données de santé, des données en général, mais des données de santé pourrait permettre d'être plus efficace, plus efficient. Et malheureusement, on se voit souvent, je le vois d'une façon générale, dans pas mal de mutuelles, on se voit opposer la RGPD, la législation sur les données de santé, etc. Alors que pour moi, voilà, on pourrait dépasser un petit peu ces questions, notamment dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nos adhérents, pour cibler nos actions de prévention au plus près des besoins. Voilà. Christian, tu n'as pas ton micro. Ah, bah si, je viens de l'ouvrir. Juste une réaction là-dessus. Enfin, un peu en liaison, mais on va avoir une grande bagarre, hein. Elle a déjà commencé sur. Dans le bouquin, parmi les sources, je cite Suppiot sur la gouvernance par les nombres, hein. Alors, si vous ne voulez pas lire les bouquins, vous pouvez écouter les podcasts qu'il a fait au Collège de France. Voilà, sur l'autoroute, ça marche assez bien. Mais on peut lire les livres aussi. On va avoir une grande bagarre. Je pense que c'est celle qui va être la plus compliquée sur les référentiels de vertu et les KPI, comme on dit, hein, les indicateurs chiffrés de vertu. Si on mesure l'engagement de Mutlog au nombre de gens qu'on aura aidés au travers des dispositifs divers et variés d'expérimentation que je vous donne. Comme en plus c'est des expérimentations, c'est long, il faut convaincre, c'est compliqué à faire. On arrivera en marge de croisière à quelques dizaines, voire peut-être au mieux quelques centaines de personnes. Je parle de ceux qu'on aide directement, hein, pas si on arrive à convaincre les adhérents. Il est évident qu'un grand groupe mutualiste qui, au hasard, aurait dans son panier un grand acteur opérateur du logement, quand il va rénover les logements sur le concept de logement santé, il va afficher, quand j'afficherai 100 personnes aidées, il va afficher 10 000 logements revus. Et donc, on est dans un système. Alors, et je ne dis pas que ce n'est pas bien ce qu'ils auraient fait, hein. Bon, ce n'est pas la question. Mais on est dans un système où si le seul mode de gouvernance qu'on a, c'est de compter des bâtonnettes, évidemment, les petits, ils n'ont plus aucun avenir, quoi. Voilà, hein. Donc, ce n'est même pas la peine, puisque les gros, ils aideront 10 fois plus ou 100 fois plus que nous. Donc, on a aussi là quelque chose à inventer, tous collectivement, en quelque sorte, mesurer l'effort d'engagement qu'on a fait, quoi. Hein, pour aller au-devant des adhérents, comme on le disait tout à l'heure, pour faire différemment, pour aller chercher ceux qui en ont besoin, parce que, au fond, la question, ce n'est pas le nombre de gens qu'on a aidés, c'est ce qu'on a bien aidé, ceux qui en avaient le plus besoin et quel effort on a fait pour aller les chercher. Et donc, c'est tout ce travail de reconstruction de référentiel qu'il va falloir qu'on arrive, si on veut, à faire, et on ne pourra le faire que collectivement. Là, je rejoins Fatima, et avec d'autres qui ne sont pas du tout mutualistes. Je pense qu'on aurait des choses à nous dire, les uns et les autres, alors singulièrement dans l'ESS, hein, donc je me contredis, Fatima, mais, par rapport à ce que je dis, mais je pense qu'on aurait des choses à dire, des choses à faire et des choses à partager autour de ce qu'on pourrait appeler, ce que tu as dit, et que j'aime pas non plus, les mesures d'impact, quoi. Voilà. Alors, par exemple, nous, on est en train de cofinancer, je l'avais dit avec Habitat Humanisme, une thèse sur l'impact du logement sur la santé, mais à partir de l'expérience des gens qui sont dans les logements. C'est ça la différence, pas à partir de critères qu'on aurait mis. Donc, on ne sait pas, enfin, la thèse, elle va se faire, on a le doctorant, on a le HDR, le directeur de recherche et tout. C'est cet effort-là qui devrait pouvoir être mis en lumière et faire différence, quoi. Voilà. Alors, il y a Fatima qui a levé la main d'abord et Michel ensuite. Je voulais rebondir sur la question de la démocratie
et presque de la fatigue démocratique dont on parle beaucoup, hein, qu'on voit au travers des votes, mais plus globalement sur toutes les actions qu'on peut mettre en place. Et vous partagez en 2 minutes un travail qu'on a fait. Je sortais justement le bouquin qu'on a fait avec plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. On avait élargi à Impact France à l'époque, etc. C'est un bouquin sur la citoyenneté économique. Donc, on n'avait pas édité, pardon Camille, au petit matin, sous la direction de Benoît Hamon, mais on était quelques-uns, syndicalistes, chefs d'entreprise, organisations professionnelles, chercheurs, à donner un peu notre vision de la citoyenneté économique. Et en fait, on a défini 4 points. Je dis ça, Christian, par rapport à ce que tu disais, hein, notamment sur la question des débats, comment on les lance, comment on les nourrit. Et on a travaillé sur 4 points qui peuvent en tout cas être des indicateurs importants de citoyenneté économique. Alors, je reviens quand même sur la question de ce qu'on retrouve dans l'ESS avec la gouvernance partagée et la répartition de la richesse, le fameux partage de la valeur. Troisième critère, c'était tout ce qui était autour de la qualité de vie au travail. Ces 3 premiers points-là, c'est pour nous la citoyenneté qu'on a dans l'entreprise. Puis il y en a un 4e qu'on a rajouté, c'est la citoyenneté qu'on peut avoir en dehors de l'entreprise, où on a mis les questions de l'environnement et plus largement tout ce qu'on met en place en fait pour faire du bien à la cité. Je trouve que ces quatre axes en fait sont pertinents à une condition, c'est de les faire vivre. Donc, ça revient un peu à ton introduction avec comment on fait vivre les valeurs, etc. Et pour moi, il y a un seul secret, c'est le temps qu'on est prêt à y consacrer. Voilà. Et ça nous permet de dégager, grosso modo, l'exemple pourri que tout le monde a. Moi, je connais une SCOP, moi, je connais une association, moi, je connais une mutuelle qui ne fait pas bien, etc. En fait, on s'en fout. Excusez-moi, la trivialité. Ça ne peut être que la marge. Et je trouve qu'effectivement, quand on se recentre pour voilà, et les débats, que ce soit au travers d'une convention citoyenne, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a comment les différentes parties prenantes sont vraiment dans le débat. Donc, dans les scopes, je trouve qu'on a quelque chose qui est assez intéressant quand on a les salariés qui sont les principaux membres qui sont là pour débattre. Ben voilà, ça marche en fait. Du moment qu'on prend ce temps-là, ça marche. Nos bénéficiaires, comme tu l'évoques avec ceux qui sont plus fragiles, c'est comment on les met autour de la table sans que ce soit juste pour faire bien. C'est comment on arrive vraiment à faire vivre ça. Et les conventions citoyennes, pour ça, étaient un très, très bel exemple. J'ai eu le plaisir de copiloter, en tout cas, une convention citoyenne régionale, la première avec la région Occitanie. Bah, c'est vrai que c'est pas facile de mettre autour de la table des citoyens qui, au départ, n'y connaissent absolument rien en fait à l'action publique. Et ben, c'est de l'effort, c'est du temps, c'est de l'écoute, c'est des règles. Et voilà. Et donc, pour moi, la clé est vraiment le temps qu'on est prêt à y consacrer. Et c'est certainement le plus grand effort qu'on aurait à faire. Je fais un petit peu plus que 2 minutes, je m'arrête. Juste, avant de passer la parole, juste Michel, je voudrais réagir sur ce que dit Fatima, pour enfoncer le clou. Moi, j'ai écrit quelque part dans le bouquin qu'il n'y avait pas d'économie d'échelle sur l'engagement sur les valeurs. Parce que on me raconte que oui, alors oui, vous pouvez faire des débats parce que vous êtes une petite mutuelle. Alors, moi, ça me fait rigoler parce que les gros qui nous expliquent qu'on n'a plus d'avenir nous expliquent qu'une fois qu'ils nous ont bouffés, ils sont devenus tellement gros qu'ils n'arrivent plus à faire mutualité. Bon, donc déjà, je trouve bien un truc qui va. Et deuxièmement, le temps passé au débat, il est proportionnel à la taille que tu as, quoi. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Plus tu es gros, plus il faudrait que tu passes de temps. Et la solidarité sur les individus, il n'est pas proportionnel parce que si tu vas devant chacun pour traiter le cas de chacun, ce n'est pas des process. Donc, ça prendra, si tu as 10 millions d'adhérents, eh ben, ça te prendra 50 fois plus de temps, je me suis peut-être trompé, que si tu en as 200 000 comme Mutlon. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben, la question du temps est essentielle si on veut pas, si on fait des process ou des machins ou des trucs. Donc, il n'y a pas d'économie d'échelle sur l'incarnation des valeurs.
Il n'y en a pas. Donc, c'est le temps, effectivement, c'est le temps qu'on y passe. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est vachement gratifiant quand le débat a eu lieu et quand les gens viennent te dire on s'y retrouvait, on trouve ça vachement bien. Parce que le retour, le dividende que tu as, qui est pas social ou machin, il est vachement sympa et tu as dû le voir dans les conventions régionales. C'est génial. Moi, je suis très fanat des conventions citoyennes, même si je sais que certains mutualistes le sont moins. Pour cette raison que de se prendre le temps de s'écouter, de se former, de se comprendre. Oui, ça prend du temps, mais on est tous beaucoup plus ensemble et beaucoup plus intelligents demain, quoi. Voilà. Michel, pardon. Non, Je n'ai moi, pas je pu voulais m'empêcher de répondre rebondir sur ce sujet. moi, je voulais répondre à 3 points qui ont été mis dans la conversation. D'abord, Perrine confirme que la loi interdit aux acteurs lucratifs d'utiliser la qualité de mutuelle, ce qui conforte ma question, que font les mutuelles pour faire respecter cette interdiction? Et je constate qu'elles n'ont pas l'air de faire grand-chose, en tout cas ça fleurit. Deuxièmement, Pierre réagit à ta question, Christian, sur pourquoi on n'y arrive pas, il met l'ego. J'y rajouterais, je suis d'accord, il y a une partie d'ego, mais il y a quand même aussi une prégnance du quotidien qui pèse quand même sur un certain nombre de points. Et ce que vous disiez à la fin sur le temps montre le temps, c'est à un moment donné aussi une priorité. On a tous trop de choses à faire. On choisit ce en quoi on donne la priorité. Puis la troisième, c'est François, quand il parle de l'appel d'offres du Crédit Mutuel, je trouve qu'il idéalise un peu ce qu'est le fonctionnement du Crédit Mutuel. La pub est très bien, la pratique est quand même demeurée largement de la cooptation, et l'appel à candidature du mec qui passe et qui est intéressé, c'est quand même pas comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même aller dans le bureau du directeur pour consulter, du directeur de l'agence pour consulter les documents, hein. C'est mieux que la caisse d'épargne, il y a eu un effort de ce point de vue. Mais enfin, la pub est en avance sur la pratique. François. François, je ne sais pas si le micro n'est pas activé et Robert Chiche voulait reprendre également la parole. Donc François, je pense qu'il faut que tu actives le micro. Un mot, j'en ai vraiment pas pour très longtemps. Un mot pour Robert Chiche, donner alors. suite à ce que disait Michel sur le titre des mutuelles. Le comble de l'imposture aujourd'hui, à mon avis, réside dans les initiatives qui sont prises autour de ce qu'on appelle les mutuelles communales. On est au panthéon de l'imposture, quoi. Dans la mesure où derrière ces mutuelles se cachent en général des courtiers ou bien même des assureurs qui donc se servent de ce label de mutuelle communale pour impliquer une collectivité territoriale en général et avoir des pratiques qui sont des pratiques commerciales, j'allais dire basiques, qui n'ont rien de mutualiste. Et devant ce problème, l'ACPR, si soucieuse en général de contrôle à l'égard des mutuelles du livre 2, là-dessus ne disent rien, hein, aucun contrôle et en tout cas aucune action visant à revenir sur ce vocable. Et vous ne faites pas de procès? Mais le jour où j'ai voulu entamer une action là-dessus, on m'a expliqué que certaines mutuelles de la FNMF étaient engagées dans ce processus et que ça posait problème. Voilà. Et que par ailleurs, c'était plus la question de la concurrence et des prix que de la CPR. Donc, voilà, on avait autre chose à faire, quoi. Ben, si vous avez autre chose à faire que de protéger votre nom, c'est quand même... Non, je veux dire que... Non, excuse-moi, c'était une phrase maladroite. Je veux dire que nous n'avons pas la taille aujourd'hui qui nous permet d'être audibles sur ce type de débat. Je crois que ce serait le rôle de la FNMF, d'une fédération de mutuelles, que d'engager des poursuites sur cette question-là. Mais prise dans des contradictions internes que je comprends tout à fait, ou que je perçois tout à fait, rien n'est fait dans ce domaine-là. D'accord. Mais le mot, c'était bien le mouvement mutualiste organisé. Bien sûr, j'entends. Alors, François n'arrive pas à activer son micro.
mais je vois le commentaire par rapport à la remarque de Michel sur le crédit mutuel, où il a l'air de partager effectivement l'idée que la publicité est beaucoup plus efficace que la réalité des choses en matière de gouvernance participative. Mais ceci dit, juste pour, il y a quand même, c'est mieux quand le Crédit Mutuel fait une pub autour de l'implication, la banque qui appartient à ses citoyens, que la marque qui fait une pub autour du fait qu'on est moins cher. Dans la hiérarchie des choses sur ce point. C'est intéressant de regarder les pubs. Hein. Christian, il est 20h. Est-ce qu'il y a un mot conclusif que tu aimerais avoir? Moi, ce que je retiens, sans te lancer sur la piste de danse pour le mot de la fin, mais moi, je retiendrai juste 2 choses et à 20h, ne croyez pas que je pense qu'à ça, mais du coup, ça donne envie de boire l'apéritif. J'ai l'impression que pour réinventer le mutualisme, 2 fois, tu as vu? Non, ce que je retiens parmi évidemment tout le reste, mais j'ai l'impression que pour réinventer le mutualisme, ça demande beaucoup d'efforts et j'ai l'impression que dans les efforts qu'il y a à mener, ils sont d'autant plus importants à mener aujourd'hui qu'il y a des combats qui, sur le chemin, ont été un peu abandonnés. Alors, oui, ça demande beaucoup d'efforts, mais regarde tous les efforts qu'ont mis toutes les instances pour nous produire des réglementations comme Solvabilité 2. Et donc, effectivement, si on n'est pas prêt à faire des efforts de nature équivalente, eh ben, on perdra les batailles. Et effectivement, comme tu le dis, c'est d'autant plus. Mais alors, le fait qu'on n'ait pas mené les combats dont parlait Michel et qu'on n'ait pas bossé, ça rend le sujet encore plus. Mais peut-être que l'idée, c'est que si on part de pas grand-chose, on a peut-être moins de choses à sacrifier que quand on part de beaucoup, quoi. Donc, on peut peut-être le faire. Et c'était un peu l'objet du bouquin, c'était un peu l'objet de dire, on peut faire un travail de pensée et de réflexion sans forcément se remettre en cause, s'autoflageller, en disant ben, repartons sur ce qui est tout simple, hein, ce que avait relevé Robert, c'est comment être utile aux gens, voilà, c'est notre métier, comment faire démocratie et tout ça. Donc moi, je suis plus optimiste que ça. Je ne sais pas si c'est sur l'avenir du mouvement mutualiste, mais je suis plus optimiste sur la capacité des acteurs à s'emparer de ces questions, qu'ils soient mutualistes ou pas, hein, parce que les questions qu'on me pose, comme on l'a dit tout à l'heure, elles valent pour des tas d'acteurs, plutôt de l'ESS évidemment, là, pour le coup. Mais moi, je suis plus optimiste là-dessus parce que je crois aux forces de rappel et on ne pourra pas rester qu'avec des réglementations. Mais les autres, ils dépensent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et d'énergie et ils nous en font dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut que nos réponses et nos combats et nos travaux soient à la hauteur de ça. C'est tout, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire à 3 réunions pour préparer un congrès que d'ailleurs, dont on va voter tous la main levée, la résolution, enfin le texte sans rien dire. Non, c'est pas comme ça. Il faut se mettre au boulot et prendre le temps, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est le mutualiste de tous les pays. Là, mettez-vous au boulot sur ce que vous êtes vraiment, quoi. D'où mon appel aux 10 chiffres, donc que je réitère. Camille vous trouvez mon truc sur LinkedIn, donc si vous voulez, je vous donne rendez-vous à la rentrée, parce que ça va être la réponse, puis ça va être l'apéro, pour discuter des sujets, donc n'hésitez pas à m'envoyer un truc unique, et c'est pas cher une telle chiffre, puisque l'État en prend la moitié, et que je suis en train de regarder comment nous, mutualistes, on peut bénéficier du crédit impôt recherche, donc si en plus on peut bénéficier de ça, c'est même pas une question de coût, mais par contre c'est une question de temps et d'envie, ça c'est sûr. On peut bénéficier. Bon, j'ai noté que Robert était d'accord, donc j'en ai un de plus. Robert, c'est trop tard, tu ne peux pas dire non. C'est ça. On a déjà un chiffre. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible, ouais. Bon, donc, les mutuelles peuvent bien sûr en avoir. Voilà. Merci pour cet appel qui remet du collectif là où tu redis bien qu'il en faut. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Merci d'avoir été là. Merci à tous les intervenants du temps que vous avez pris pour préparer et pour être là ce soir. Et puis, merci à Christian pour ce beau livre qui suscite beaucoup de débats. Merci. Aurélie, Merci à vous toutes. merci Aurélie, Merci à vous merci à tous. toi. Merci. Bonsoir. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.